À peine descendu de l'avion après 3 ans d'études à l'étranger, j'ai été kidnappé par ma sœur. À mon réveil, mes poignets et mes chevilles étaient enchaînés à un lit froid. Chen Xinyan était entièrement blotti contre moi. Ses longs cheveux noirs étaient éparpillés sur ma poitrine et mon cou, portant un parfum à la fois frais et familier. Son corps souple était presque entièrement collé au mien. À travers sa fine chemise de nuit, je pouvais sentir sa douceur presser étroitement ma poitrine. Au rythme de sa respiration, une haleine tiède se répandait sur ma clavicule, encore et encore. Comme des plumes chatouillant mes nerfs. Dans son sommeil, elle frotta inconsciemment son visage, ses lèvres douces se posant légèrement sur ma peau. Un baiser superficiel, exploratoire, se déposa sur le coin de mes lèvres. Tout mon corps se raidit et ma pomme d'Adam se contracta. Mais aucun son ne sortit. Peu de temps après, ses longs cils tremblèrent. Elle ouvrit lentement les yeux. Ses yeux étaient remplis d'une satisfaction et d'une fascination maladive. Elle leva légèrement la tête. Avec ses doigts, elle souleva doucement mon menton. Le bout de ses doigts était froid mais portait une douceur possessive, me forçant à la regarder. Elle baissa les yeux sur moi, un sourire doux et dangereux se dessina sur ses lèvres, et dit doucement. « Petit frère, bienvenue à la maison. Tu t'es enfui pendant 3 ans. Cette fois, reste pour toujours. » À l'âge de 7 ans, ma vie a complètement changé de direction. Un couple en costume propre. Et à l'allure douce m'a emmené de l'orphelinat. Leur véritable but était de me permettre de tenir compagnie à leur fille, une fille profondément traumatisée. Cette fille s'appelait Chen Xinyan. Elle était belle et délicate, mais fragile comme une porcelaine qui se briserait au moindre contact. Elle a placé toute sa confiance et sa dépendance sur une seule personne, comme si j'étais sa seule bouée de sauvetage. À l'époque, je pensais vraiment que je pouvais lentement devenir sa rédemption, que personne n'essaie de me l'enlever. Cette peur intense m'a instantanément submergé. J'ai choisi de m'enfuir. 3 ans plus tard, je suis sorti de l'aéroport en traînant ma valise. Le vent froid de la nuit d'hiver me faisait claquer des dents. Après avoir brièvement discuté avec un ancien camarade de lycée et m'être retourné pour prendre un taxi pour rentrer chez moi, une vive douleur sourde est soudainement apparue derrière ma tête. Tout est devenu noir et j'ai complètement perdu conscience. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé allongé sur un lit étrange mais familier. Mes poignets et mes chevilles étaient solidement verrouillés par des menottes métalliques froides. Tout mon corps était fixé au lit en forme de croix, incapable de bouger. C'était d'un calme effrayant. Seule une faible lumière jaune brillait. Les rideaux étaient tirés hermétiquement. Mon rythme cardiaque s'est instantanément emballé. La peur m'a inondé la colonne vertébrale comme de l'eau glacée. Au moment où j'ai ouvert la bouche pour crier, j'ai soudain senti un corps chaud dans mes bras. En baissant les yeux, j'ai vu une femme aux cheveux longs. Elle était entièrement recroquevillée contre ma poitrine, ses 2 bras agrippant fermement ma taille, comme une personne qui se noie saisissant une dernière bouée. Ses cheveux noirs et doux étaient éparpillés sur mes bras et l'oreiller, portant un parfum frais mais familier. Même dans son sommeil, ses sourcils étaient légèrement froncés et ses doigts se resserraient parfois. Comme si je la lâchais ne serait-ce qu'un peu, elle disparaîtrait dans le vide, à cet instant précis. Toutes les peurs et la confusion furent complètement remplacées par une autre émotion complexe, la faible lumière de la bague. J'ai enfin vu clairement son visage, sa peau était blanche comme de la porcelaine fine, ses traits délicats comme une personne sortant d'un tableau. Ses longs cils étaient tombants, projetant une petite ombre douce sur ses paupières, son sommeil était paisible et fragile. Totalement dépourvue de la froideur et de la distance qu'elle affichait lorsqu'elle était éveillée, comme une poupée de porcelaine méticuleusement sculptée à laquelle on aurait redonné une âme. Ce visage, et celui que j'ai vu pour la première fois il y a 14 ans, sont presque identiques. À cette époque, elle était assise sur le rebord de la fenêtre, regardant fixement dehors, immobile, et maintenant elle était allongée paisiblement dans mes bras. Me serrant fort, comme si elle avait enfin retrouvé son trésor le plus précieux, perdu depuis longtemps. Ma gorge se serra, mon cœur fut comme malaxé, tous les doutes se dissipèrent à cet instant. Parce que je l'ai reconnu, Xinyan, j'ai murmuré doucement ce nom. La voix rauque tremblait sans que je m'en aperçoive, elle est ma sœur, Chen Xinyan. Et aussi le destin auquel je ne pourrai jamais échapper dans cette vie. Je m'appelle Chen Ziyan, avant l'âge de 7 ans. Mon monde n'était que les murs gris de l'orphelinat, les couvertures jamais assez chaudes, et les disputes entre les enfants qui se poussaient pour de la nourriture. J'ai été jeté directement devant la porte de l'orphelinat par mes parents biologiques, sans nom. Sans aucun nom, pas même un bout de papier indiquant ma date de naissance. La directrice m'a donné un nom temporaire, au hasard. Xiao Shitu, probablement parce qu'elle pensait que mon destin était dur, comme une pierre que l'on peut piétiner dans la rue sans la tuer. J'ai toujours été plus calme que les autres enfants, et plus attentionné envers les autres, pas par nature. Mais parce que j'ai vu trop d'indifférence et d'abandon, j'ai plutôt appris à m'adapter, à prendre soin des autres. Si un enfant plus petit que moi pleurait, je lui donnais la moitié de mon pain, si quelqu'un était victime d'intimidation, je me mettais silencieusement devant lui. Si quelqu'un faisait un cauchemar et tremblait la nuit, je tapotais doucement le dos de la personne, comme pour bercer un bébé d'1 an.
J'avais toujours pensé que j'allais probablement grandir ainsi à l'orphelinat, sortir pour travailler après l'âge adulte. Simplement, sans souci ni lien, jusqu'à ce qu'une voix mystérieuse apparaisse. Il a dit qu'il s'appelait Xiao Hui. C'était le responsable de Ding Dong qui me demandait si je voulais une vie plus excitante, même si le processus n'était pas idéal. J'ai hoché la tête frénétiquement, ne voulant pas manquer cette opportunité. Les sons s'estompaient peu à peu. Mais j'avais l'impression que quelque chose avait déjà changé. Peu de temps après, un couple vêtu de costumes propres et à l'air doux est apparu. L'homme s'appelait Shen Jianming, la femme s'appelait Xuan. Ils étaient venus adopter un enfant. Plus tard, j'ai appris qu'ils ne voulaient pas simplement un enfant, mais qu'ils avaient une petite fille à la maison qui avait besoin d'une compagnie à long terme. Une petite fille qui avait besoin d'être sauvée. Lorsque le directeur m'a poussé devant eux, j'ai baissé la tête, serrant le coin de mes vêtements, n'osant pas parler. Le directeur a fait l'éloge de moi, disant que j'étais le plus raisonnable, que je ne causais jamais de problème, que je savais prendre soin des gens, que j'étais attentionné et doux. Xuan s'est accroupie et m'a doucement touché la tête. Ses yeux étaient remplis de chagrin, mais aussi d'une pointe de fatigue qu'elle ne pouvait pas cacher. Sa voix était très douce. Elle m'a demandé si je voulais rentrer à la maison avec eux. Il y a une sœur à la maison. Elle a vraiment besoin de quelqu'un avec elle. À l'époque, je ne comprenais pas ce que signifiait le besoin de quelqu'un avec elle. Je savais seulement que j'avais enfin une maison, avec un toit, un lit, un papa et une maman. Et une sœur. Ils m'ont nommé Shen Ziyan, avec leur nom de famille. Je suis officiellement devenu un membre de la famille Shen. Dans la voiture sur le chemin du retour, Xuan a lentement commencé à me parler de la situation familiale. Me parlant de ma sœur Shen Xinyan. Shen Xinyan a 1 an de plus que moi. Depuis lors, Shen Xinyan ne voulait plus parler à personne, se renfermant complètement, ayant peur des étrangers. Peur des bruits soudains, peur de certaines scènes et actions. Parfois, être stimulé par une simple phrase la ferait se recroqueviller dans un coin, tremblant de tout son corps, serrant ses genoux sans bouger, comme un petit animal gravement blessé. Parfois, elle devenait soudainement très agressive, griffant et criant. Personne ne pouvait s'approcher. Les médecins ont dit que les médicaments ne pouvaient qu'aider. Le plus important était que quelqu'un reste avec elle à long terme, de préférence un membre de la famille. Pour dissoudre lentement l'ombre dans son cœur avec l'amour de la famille. Mais la famille Shen était une famille riche, avec d'innombrables entreprises. Beaucoup de choses nécessitaient que le couple prenne des décisions par eux-mêmes. Ils n'avaient absolument pas le temps d'être à la maison, encore moins de surveiller Shen Xinyan à chaque instant. Ils avaient également pensé à quitter leur emploi pour être avec elle à plein temps, mais des dizaines de milliers d'employés comptaient sur la famille Shen pour se nourrir, et beaucoup d'autres lorgnaient sur eux, voulant les engloutir. Ils avaient essayé d'embaucher une aide à domicile, une nounou, et d'inviter un psychologue, mais Shen Xinyan ne faisait confiance à personne. Elle repoussait tous ceux qui s'approchaient d'elle. Désespérés, ils ont décidé d'adopter un enfant. Un enfant du même âge, au caractère doux, qui pourrait rester avec elle à long terme, comme un membre de la famille, inséparable. Et il se trouve que je correspondais à toutes leurs exigences, serrant fermement ma main, avec un ton solennel et sérieux. Maman va t'expliquer clairement, ta sœur peut parfois être dangereuse, tu dois d'abord te protéger toi-même. N'aie pas peur et ne lui en veux pas, ce n'est pas intentionnel, elle a juste très peur. Nous ne te demandons rien, nous espérons seulement que tu passeras plus de temps avec elle, que tu lui parleras. Ne la laisse pas seule. J'ai hoché la tête en répondant à voix basse, je sais, maman. À ce moment-là, je n'avais pas la moindre peur de Shen Ziyan, seulement une immense compassion. Tous deux en manque d'affection, moi abandonné par mes parents biologiques, et elle piégée dans son propre monde par un accident. N'osant même pas pleurer à voix haute. La première fois que j'ai vu Shen Ziyan, c'était dans la pièce la plus éloignée au 2e étage de chez lui. La porte était entr'ouverte, à l'intérieur, pas le moindre bruit. J'ai doucement poussé la porte. Et j'ai vu une fille assise sur le rebord de la fenêtre, dos à moi, regardant par la fenêtre. Le soleil se déversait par la fenêtre et l'inondait. Comme s'il l'avait recouverte d'une douce lumière. Elle portait une chemise de nuit blanche, ses longs cheveux noirs, doux. Éparpillés sur ses épaules et son dos. Rien que cette silhouette donnait l'impression d'une beauté irréelle. Je ne sais pas pourquoi, mes pas se sont involontairement faits très légers, comme si j'avais peur de déranger quelque chose de fragile. En m'approchant de quelques pas, j'ai enfin pu voir son visage. À cet instant, j'ai été complètement stupéfait. Elle était vraiment trop belle. Si belle que moi, à 7 ans, je ne trouvais pas les mots pour la décrire. Une peau blanche comme de la porcelaine, des traits délicats comme une personne sortie d'un tableau. Ses longs cils étaient tombants, projetant une petite ombre sur ses paupières. Clairement, elle avait à peu près mon âge. Mais elle avait une aura unique indescriptible qui attirait le regard. Pourtant, sur un visage aussi beau, il n'y avait pas la moindre expression. Elle était assise là, immobile, les yeux fixés sur la fenêtre, sans bouger. Le soleil brillait sur son visage, elle ne clignait même pas des yeux, comme une poupée de porcelaine soigneusement sculptée. Mais dont on avait oublié d'insuffler une âme.
Mon cœur a soudain été violemment serré par quelque chose. Une si jolie petite fille. Pourquoi est-elle devenue comme ça? Je n'osais pas m'approcher, je suis resté debout à la porte et j'ai doucement appelé. Sœur. Elle ne s'est pas retournée, elle n'a même pas bougé. Je suis resté là, en silence, à ses côtés, debout pendant tout un après-midi. Elle ne parlait pas, je ne parlais pas non plus. Elle ne bougeait pas, je ne bougeais pas non plus. La lumière du soleil est passée d'oblique à celle du coucher de soleil. Puis du coucher de soleil à une lumière jaune, avant de s'éteindre complètement. J'avais mal aux jambes à force de rester debout. Mais en regardant son dos, je n'avais pas le cœur à partir. La gouvernante m'a dit plus tard que personne n'avait jamais pu rester plus de 10 minutes dans sa chambre. Soit elle criait, soit elle frappait. Soit elle mettait directement les gens dehors. Mais ce jour-là, elle ne m'a pas chassé, et à partir de ce jour-là, j'ai passé presque tout mon temps à être avec elle. Quand elle mangeait, je m'asseyais à côté d'elle, quand elle lisait, je restais tranquillement à ses côtés. Quand elle se réveillait en pleine nuit, terrifiée par un cauchemar, et se recroquevillait sur elle-même en hurlant, je m'asseyais au bord du lit sans la toucher. Sans m'approcher non plus, et disais simplement à voix basse, « Grande sœur, je suis là. » J'avais aussi peur. Au début, elle était très méfiante envers moi, elle refusait l'eau que je lui tendais. Elle ne me parlait pas quand je lui adressais la parole, et quand j'essayais de m'approcher un peu, elle se raidissait immédiatement. Les yeux remplis de peur et de vigilance, comme un chaton prêt à cracher. Mais je ne me précipitais pas. J'ai appris la patience et l'attente dès mon plus jeune âge. Je sais que les choses brisées ne peuvent pas être réparées de force, mais seulement réchauffées petit à petit, et reconstituées morceau par morceau. Les jours passaient. Nous étions ensemble tous les jours, nous allions à l'école ensemble, nous rentrions de l'école ensemble. Nous rentrions à la maison ensemble, nous restions dans la chambre ensemble. Elle parlait encore très peu. Mais petit à petit, elle a cessé de m'éviter délibérément, et elle ne tremblait plus de tout son corps quand je m'approchais. Elle me regardait en secret, avec des yeux prudents, comme si elle observait un étranger qui ne lui ferait pas de mal. Ce qui a vraiment brisé la glace. C'est un accident en 3e année de primaire. Ce jour-là, pendant la récréation, des garçons se bagarraient dans le couloir. Et l'un d'eux a été poussé et s'est mis à pleurer d'une voix aiguë et perçante. J'ai presque immédiatement remarqué que Zignan n'allait pas bien. Son visage est devenu instantanément blanc comme un linge, elle tremblait violemment de tout son corps, ses pupilles étaient dilatées, elle agrippait ses vêtements à 2 mains. Et elle se recroquevillait de manière incontrôlable dans le coin du mur, sa respiration était rapide comme si elle allait s'étouffer. Les camarades de classe autour d'elle ont été effrayés. Et se sont tous reculés. Sans réfléchir, je me suis précipité pour la prendre dans mes bras. Elle était très petite et très légère, et elle tremblait violemment et était glacée. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai doucement tapoté le dos. Et j'ai répété à voix basse, « Grande sœur, tout va bien, je suis là, n'aie pas peur. Je suis là, personne ne te fera de mal. » Elle tremblait dans mes bras. Les larmes coulaient silencieusement, mais elle n'a pas crié, ni attaqué personne. Elle s'est contentée de serrer mes vêtements, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Mais il n'y avait que des enfants autour. La méchanceté des enfants est la plus directe et la moins dissimulée. Certains la pointaient du doigt en murmurant. « Est-ce qu'elle est malade? Une folle? Non, toujours effrayée comme ça. Éloignez-vous d'elle, ne vous faites pas blesser. » Ces mots, un à un, lui transperçaient les oreilles. Aussi acerbe que blessant, je serrai Zignan plus fort contre moi, le menton posé sur le sommet de sa tête. Pour qu'elle n'entende pas ces horreurs, pour qu'elle ne voie pas les regards étranges des autres. J'ai levé les yeux vers ses camarades de classe. Mon ton était calme, mais empreint d'une fermeté indiscutable. Elle a baissé sa garde envers moi, elle a commencé à me parler d'elle-même. Même si ce n'était qu'un mot ou deux, elle s'approchait de moi de son propre chef, tirant sur le coin de mes vêtements. Elle me regardait furtivement quand je mangeais, elle se blottissait doucement contre moi la nuit. L'endroit de son cœur rempli d'obscurité a été déchiré petit à petit par moi, laissant la lumière entrer. Et j'ai progressivement découvert que dans son monde, il ne semblait vraiment plus rester que moi. Ses parents étaient toujours très occupés. Même lorsqu'elle rentrait à la maison, c'était juste pour quelques brèves salutations, quelques pièces données en douce, puis elle repartait. Elle n'était pas proche de ses parents. Elle n'était pas proche des gens ordinaires, pas proche des professeurs ni des camarades de classe. Elle ne dépendait que de moi au monde entier. Au début, cette dépendance était de l'affection familiale, un sentiment de sécurité. Mais avec l'âge, le goût a progressivement changé. Une fois au lycée, Zignan n'a plus jamais eu de crise. Elle avait l'air de ne pas se distinguer des gens normaux, sauf qu'elle n'aimait pas parler. Elle n'aimait pas fréquenter les gens. Elle était froide et distante envers tout le monde, et était surnommée la beauté glaciale par ses camarades de classe. Un télo distante et inaccessible. Tout le monde pensait que ses traumatismes d'enfance étaient complètement guéris. Que j'avais lentement réussi à la guérir. Mais moi seul savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas, et même plus que ça. Sa dépendance à mon égard avait largement dépassé les limites d'une relation frère-sœur normale,
atteignant même un niveau de possession maladive. On dirait qu'elle n'a absolument aucune notion de différence entre les sexes. Elle prendrait sans hésiter le morceau que je suis en train de manger, pour en croquer dedans, comme si c'était tout à fait normal. Elle boit dans mon verre d'eau, sans aucune gêne. La nuit, elle se faufile en secret dans ma chambre pour se glisser sous mes couvertures. Elle s'endort en silence, blottie contre mon bras, et dehors, elle doit absolument me tenir la main. Impossible de lâcher prise, même une seconde, sinon elle me cherche, paniquée. Je ne suis pas idiot. Je sentais clairement que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de garder mes distances avec elle et de le lui faire comprendre subtilement. Xignan, nous avons grandi. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Nous ne pouvons plus être comme quand nous étions enfants. Elle a immédiatement eu les yeux rouges. Des larmes tourbillonnaient dans ses yeux. Elle me regardait avec un regard à la fois lésé et fragile. Sa voix tremblait légèrement en disant « Ne sommes-nous pas une famille ? Une famille ne devrait-elle pas être proche ? Penses-tu que je suis ennuyeuse ? Que je suis un fardeau ? Veux-tu m'abandonner ?» Chaque fois qu'elle disait ça, je ne pouvais rien dire. J'avais de la peine pour elle. Je ne supportais pas de la voir triste, de la voir avoir peur d'être abandonnée. Depuis tant d'années. J'étais sa seule étoile, veillant sur son long chemin, son seul soutien. Si je la repoussais vraiment, ne reviendrait-elle pas à l'époque où elle était recroquevillée dans un coin? Couverte d'épines, je cédais et compromettais encore et encore, ne pouvant que maintenir délibérément mes distances de mon côté. Mais je n'ai jamais osé refuser vraiment. Ce qui m'inquiétait encore plus, c'était son extrême hostilité envers toutes les filles autour de moi. Dès qu'une fille me montrait de l'affection, elle venait immédiatement me tirer derrière elle sans faire de bruit et disait froidement aux autres « Nous sommes au lycée maintenant. Les études sont le plus important. Mon frère ne sort pas et n'a pas le temps de bavarder. » Son ton était poli, mais avec une agressivité extrême. Un seul mot pouvait bloquer complètement les gens à l'extérieur. Petit à petit, aucune fille de la classe n'osait s'approcher de moi. Tout le monde savait que Chen Xignan était extrêmement possessive. Quiconque touchait à son frère s'attirait ses ennuis. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'un manque de confiance et une dépendance excessive. Jusqu'au jour où j'ai découvert le secret le plus sombre. Et le plus fou qu'elle cachait au fond de son cœur. Ce jour-là, après l'école, je suis allé dans sa chambre pour prendre quelque chose. J'ai accidentellement vu son journal intime sur le lit. La couverture était très propre, sans nom. Il n'y avait qu'une petite fleur blanche. Je ne voulais pas espionner, mais la couverture était un peu ouverte. Et les mots dessus sont tombés directement dans mes yeux. Après avoir lu seulement quelques lignes, tout le sang de mon corps semblait s'être figé. Aujourd'hui, une fille a touché la main de mon frère. Ses mains sont sales. J'ai vraiment envie de les couper. Pourquoi y a-t-il toujours des femmes qui veulent s'approcher de lui? Il est à moi et ne peut être qu'à moi. Aujourd'hui, elle a souri à une autre fille. Je suis tellement malheureuse. J'ai tellement envie de l'enfermer. L'enfermer dans un endroit où je serai la seule à pouvoir la voir. Je l'aime tellement, je l'aime au point de vouloir la broyer dans ma moelle épinière. Personne ne peut te prendre. Nuit après nuit, densément rempli, tout est désir obsessif de mon amour. Et une possessivité presque tordue. Entre les lignes, il n'y a que de la paranoïa, que de la folie. Je suis resté là, les mains et les pieds glacés. Un frisson dans le dos. À ce moment-là, j'avais vraiment peur. J'ai toujours pensé que je l'avais guéri. Je l'ai accompagné pour sortir de l'ombre. Nous sommes des frères et sœurs interdépendants. Nous sommes une famille. Mais je n'ai jamais pensé à ses sentiments pour moi. Cela a depuis longtemps dépassé l'affection fraternelle. Elle ne voit que moi dans ses yeux, elle n'a que moi dans son cœur. Elle met toutes ses émotions, toute sa dépendance, tout son amour. Tout sur une seule personne, moi. Je ne peux pas me résoudre à lui en vouloir, mais je ne peux pas non plus accepter cela sereinement. Une relation aussi pathologique. Mes parents adoptifs sont très gentils avec moi, ils me considèrent comme leur propre enfant. Ils m'ont donné une maison, ils m'ont donné de la chaleur, ils m'ont donné tout ce que je n'osais pas espérer quand j'étais petit. Je ne peux pas détruire cette famille, je ne peux pas les décevoir, et je ne peux pas laisser Xignan à cause de moi. Replongé dans les ténèbres. Après avoir longtemps hésité, j'ai quand même dit la vérité. J'ai tout raconté à Chen Jianmin et Xuan. Je pensais qu'ils seraient choqués, qu'ils seraient en colère. Qu'ils ne pourraient pas l'accepter. Mais après avoir écouté, ils sont restés silencieux pendant longtemps. Il n'y avait pas beaucoup de surprise sur leur visage. Comme s'ils avaient déjà vaguement remarqué quelque chose. Xuan a soupiré. Ses yeux étaient légèrement rouges. Elle a dit franchement, nous ne t'en voulons pas, et nous n'en voulons pas à Xignan non plus. Vous avez grandi ensemble depuis que vous êtes enfants, vivant ensemble jour et nuit. Et c'est toi qui l'as fait sortir des ténèbres. Toute la chaleur de sa vie vient de toi. Il est trop normal de ne pas faire la distinction entre l'affection fraternelle et l'amour. Chen Jianmin m'a tapoté l'épaule. Nous en avons discuté. Tu devrais aller étudier à l'étranger. Vous êtes ensemble depuis trop longtemps. Vous êtes trop liés l'un à l'autre. Vous ne voyez plus votre propre cœur. Séparez-vous pendant 3 ans. Calmez-vous. Et la distance vous fera comprendre si c'est de la dépendance, une habitude, ou un véritable amour. Donnez-lui du temps et donnez-vous du temps à vous-même. Et,
Quoi qu'il arrive. Tu es notre fils. Peu importe le choix que tu fais, nous te soutenons. J'ai accepté. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de me calmer, et j'ai aussi besoin de laisser Shen Xinyan apprendre à être indépendante. Apprendre à ne pas mettre toute sa vie entre mes mains. Mais je ne sais pas comment l'affronter. Comment lui dire que je m'en vais, loin, très loin? 3 ans entiers. J'ai peur qu'elle pleure, qu'elle me supplie de ne pas partir. J'ai peur de ce regard d'abandon, plus encore d'avoir le cœur tendre et de ne pas pouvoir partir. Alors, j'ai pris la décision la plus lâche, partir en secret. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai fait mes bagages, à l'heure la plus sombre avant l'aube. J'ai quitté en douce cette maison où j'avais vécu 10 ans, sans adieu, sans explication, sans attente de mon retour. Je me suis ainsi volatilisé. Au moment où l'avion décollait, je regardais par la fenêtre la ville qui s'éloignait de plus en plus. Je ressentais un vide dans mon cœur. Je savais qu'elle deviendrait folle, mais je ne m'attendais pas à ça. Cette séparation a duré 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai étudié avec acharnement, j'ai travaillé avec acharnement. Je me suis occupé à un point tel que je n'avais pas le temps de divaguer. Mais plus nous étions séparés, plus je réalisais clairement que mon affection pour Shen Xinyan n'était plus seulement fraternelle, plus seulement de la compassion et de la tendresse. Je l'aime. C'est l'amour d'un homme pour une femme. Je veux la protéger toute sa vie. Je veux être avec elle, je veux lui offrir un foyer. J'ai découvert que non seulement je suis entré dans son monde, mais elle est également entrée dans mon monde, elle est entrée dans mon cœur. Elle me manque à en devenir fou, mais j'ai encore plus peur pour elle. Pas peur qu'elle me fasse du mal, mais peur qu'elle se fasse du mal à elle-même. La première année après mon départ à l'étranger, j'ai contacté plusieurs psychologues. Certains étaient nationaux, d'autres étrangers, certains spécialisés dans la psychologie des adolescents, d'autres étaient des experts en troubles de la personnalité limite. Je leur ai raconté en détail la situation de Xinyan, bien sûr en cachant son nom et des informations précises. En demandant l'évolution et les conséquences possibles de cette maladie. Après avoir écouté, le médecin est resté silencieux pendant un long moment, disant que ce niveau de dépendance dépassait déjà le cadre normal de l'affection familiale ou amoureuse. Elle met tous ses besoins émotionnels, ses besoins de sécurité, ses besoins d'existence, entièrement entre tes mains. Tu n'es pas son frère. Tu n'es pas non plus son amant. Tu es son monde entier. Si on laisse faire. Cette situation aboutit généralement à 2 extrêmes. Le premier extrême est l'autodestruction. Quand elle se sent mise à l'écart, négligée, abandonnée, même si c'est juste son impression subjective, elle ressentira une forte dévalorisation d'elle-même. Et l'auto-agression. Elle aura l'impression de ne pas être assez bien, et que c'est pour ça que tu ne restes pas. Elle sentira que la vie n'a aucun sens sans toi. L'autodestruction ou même l'amour de soi sont des possibilités. Deuxième extrême, le médecin hésita, détruire ce qu'il aime. Il essaiera de te contrôler, de t'emprisonner, de couper tout contact avec le monde extérieur, de te transformer en un objet qui n'appartient qu'à lui. Dans son esprit, c'est la seule façon de t'avoir pour toujours. C'est la seule façon de s'assurer que tu ne partiras pas. Quel que soit le résultat, ce ne sera pas celui que vous souhaitez. Les derniers mots étaient plus directs. Monsieur Shen, je vous suggère de vous préparer mentalement. Si vous choisissez de revenir vers elle, vous devez accepter un fait, vous ne pourrez pas avoir une vie sociale normale. Toute proximité avec le sexe opposé sera considérée comme une menace par lui. Toute gentillesse que vous montrerez envers les autres sera interprétée comme une trahison. Il doutera constamment, se consumera intérieurement et vous kidnappera sans cesse avec sa douleur. Avec le temps, soit il vous entraînera dans les profondeurs, soit vous le pousserez dans les profondeurs. À moins que quoi? J'ai voulu saisir cette bouée de sauvetage et j'ai demandé rapidement, à moins que vous ne puissiez la guider pour établir une nouvelle modèle de relation intime saine, dit le médecin. C'est très difficile. Extrêmement difficile. C'est comme si vous deviez l'aider personnellement à reconstruire un système cognitif pour lui faire comprendre ce qu'est le véritable amour. Ce qu'est le respect égal. Ce processus peut prendre des années, voire échouer. Mais si tu l'aimes vraiment, c'est la seule issue. Ce soir-là, j'étais dans mon appartement à l'étranger et j'ai allumé. Dehors, c'était une ville inconnue, des lumières inconnues, une foule inconnue. J'ai fumé une cigarette pour la première fois, et dans la fumée, je me suis souvenu de la première fois que je l'ai vue quand j'étais enfant. Elle était assise sur la baie vitrée. Le soleil brillait sur elle comme une poupée de porcelaine délicate, si belle qu'on ne pouvait pas détourner le regard. Aussi fragile que cela faisait mal au cœur. Je me suis souvenu de la première fois qu'elle a pris ma main de son propre gré. Sa petite paume était pleine de sueur. Mais elle s'est accrochée très fort. Je me suis souvenu de ses cauchemars la nuit. J'ai doucement tapoté son dos et j'ai dit « Je suis là, ma sœur ». Elle s'est calmée lentement et a dit à voix basse « Je me suis souvenu du regard dans ses yeux, si concentré, si dépendant. Comme si j'étais vraiment son monde entier. Je ne veux pas la voir s'autodétruire, et encore moins la voir à cause de moi. Devenir une folle qui s'enferme, elle et les autres, en enfer. Je ne veux pas non plus être enfermé dans un sous-sol.
Une vie entière sans voir la lumière du jour. Je veux être avec lui tenir la main ouvertement. Depuis longtemps, sous le soleil. Je veux lui apprendre que l'amour véritable n'est pas la possession, ni l'emprisonnement. Mais deux personnes indépendantes qui choisissent volontairement d'être ensemble, même si le processus est difficile. Même si cela peut prendre de nombreuses années, même si cela peut échouer, je veux essayer. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à planifier, et une fois rentré, je l'amènerai doucement à comprendre que l'amour véritable n'est pas l'emprisonnement, ni la possession exclusive, mais le respect mutuel, la liberté mutuelle, tout en choisissant de rester l'un avec l'autre. Après 3 ans, je suis retourné dans mon pays. Dans l'avion, je n'arrêtais pas de me demander s'il m'attendrait à l'aéroport. Avec un sourire ou en larmes. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il n'était pas à l'aéroport. Mais plutôt un trou noir devant moi. Quand je me suis réveillé, j'avais une sensation froide au poignet. L'avion avait atterri, c'était déjà le soir. La nuit d'hiver semblait particulièrement froide. J'ai serré mon manteau autour de moi et suis sorti de l'aéroport après avoir récupéré mes bagages. À peine arrivé à la porte, j'ai rencontré Lin Weiwei, une ancienne camarade de lycée. Elle était de nature joyeuse et m'a salué avec un sourire. Elle m'a demandé quand j'étais revenu et comment j'allais. Nous avons bavardé un peu. Polie et distante, c'était tout à fait la conversation d'une camarade de classe ordinaire. Nous nous sommes dit au revoir après quelques mots. Je me suis retourné pour prendre un taxi pour rentrer chez moi, mais à peine avais-je fait quelques pas, qu'une douleur sourde m'a soudainement envahi l'arrière de la tête. J'ai perdu conscience instantanément dans un trou noir. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé dans une chambre inconnue. La décoration de la pièce était raffinée et chaleureuse. Les rideaux étaient tirés hermétiquement, la lumière était faible, et il y avait une légère odeur dans l'air. Un parfum appartenant à Shen Xinyan, froid mais doux. J'ai bougé et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Mes poignets et mes chevilles étaient menottés avec des menottes métalliques froides. L'autre extrémité était fixée à la tête et au pied du lit. J'étais fermement enchaîné au lit, avec une amplitude de mouvement extrêmement limitée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai voulu me débattre, mais à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un dans mes bras. Inutile de réfléchir, je savais qui c'était, Shen Xinyan. En ce moment, il était allongé tranquillement dans mes bras. Me serrant fort, comme s'il avait enfin retrouvé le trésor le plus précieux au monde, perdu depuis longtemps. En regardant la jeune fille dans mes bras, j'ai soupiré et j'ai lentement fermé les yeux. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, la personne dans mes bras avait disparu. La porte s'est ouverte doucement. Il est entré en portant un bol de porridge. Il s'est assis au bord du lit, son regard posé sur moi. Il a souri doucement. « Tu es réveillé. » En le regardant, j'avais le cœur à la fois douloureux et impuissant. Je l'aime, mais je ne peux pas accepter cette façon de faire. Je dois lui faire comprendre. Forcer ne fera que me repousser. Seul un amour normal peut nous permettre de continuer ensemble. J'ai détourné la tête sans dire un mot. Les jours qui ont suivi ont été une longue et silencieuse épreuve de force. La première semaine, j'ai refusé toute interaction avec lui. Je ne mangeais pas sa nourriture, je ne buvais pas l'eau qu'il m'apportait. Quand il me parlait, je fermais les yeux et faisais semblant de dormir. Il me nourrissait à la cuillère, je fermais hermétiquement la bouche. Alors il gardait la nourriture dans sa bouche et me nourrissait bouche à bouche. Je tournais désespérément la tête pour l'éviter. Il m'essuyait les mains, me couvrait et s'asseyait ensuite au bord du lit. Il parlait tout seul de notre enfance, de la première fois que je suis resté avec lui dans la chambre tout un après-midi. 2 enfants qui ne se disaient rien. Nous sommes restés ainsi jusqu'à la nuit tombée. Il parlait de quand je le serrais dans mes bras à l'école pour le protéger, pour empêcher les autres de le harceler. Il parlait de quand nous rentrions ensemble de l'école, qu'il me tenait la main et que nous marchions pas à pas sous le soleil couchant. Les ombres s'allongeaient, s'allongeaient. Il parlait de quand il faisait des cauchemars la nuit, que je lui tapotais doucement le dos en disant « Sœur est là, n'aie pas peur ». Quand il racontait ces choses, son ton était doux comme s'il fredonnait une berceuse. Son regard était rempli de nostalgie, comme s'il se souvenait de ce qu'il y avait de plus beau au monde. Parfois, en parlant, il tendait la main pour me toucher le visage. Le bout de ses doigts était très léger, comme s'il avait peur de briser quelque chose. « Tu te souviens ?» C'est toujours ce qu'il demandait. Je ne répondais pas. En parlant, il mentionnait parfois ces 3 années. La nuit où tu es parti, j'étais en fait réveillé. Un soir, il a dit ça soudainement. Tout mon corps s'est raidi. Il était assis au bord du lit, dos à la lumière, et même son ombre était floue dans l'obscurité. Mais sa voix était douce. Comme s'il parlait d'une chose très lointaine. J'ai entendu le bruit de tes valises, très léger. Si léger qu'on ne l'entendait presque pas. Mais j'étais bien réveillé. Je n'ai pas ouvert les yeux et je n'ai pas bougé. Je voulais voir si tu allais venir me dire au revoir, si tu allais m'embrasser ou même simplement me regarder. Il a fait une pause. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es parti directement. J'ai entendu la porte se fermer doucement. Je suis resté allongé dans l'obscurité pendant très longtemps. Puis je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé ta voiture s'éloigner de plus en plus, jusqu'au bout du lampadaire. Elle a tourné et a disparu.
Je suis resté là, debout, jusqu'à l'aube. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux brillaient d'une lumière cristalline dans la pénombre, mais il n'y avait pas de larmes. Plus tard, papa a dit de te laisser partir. Si tu m'appartiens, tu reviendras. Je l'ai promis, j'ai attendu 3 ans. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. J'attends, j'ai attendu, il s'est penché. Et a déposé un baiser extrêmement léger sur le coin de mes lèvres, comme une plume qui effleure. Donc tu ne peux plus partir. La 2e semaine, j'ai commencé à manger. Pas par compromis, mais parce que si je ne mangeais pas, je pourrais vraiment mourir. Et si je mourais, qu'est-ce qui lui arriverait? Je n'ose pas y penser. Mais je ne lui parle toujours pas. Il me nourrit, ouvre la bouche, mais ses yeux regardent toujours ailleurs. Comme s'il n'était qu'un souffle d'air. Il m'essuie le visage, alors je ferme les yeux, comme une marionnette sans âme. Ce silence le fait plus souffrir que la rébellion. Je le vois bien. Parfois, en me nourrissant, sa main tremble. Parfois, en parlant, sa voix se brise. Parfois, il pense que je dors, et il pose doucement sa tête sur mon épaule. Très doucement, il dit, « Ziane, me comprends-tu, s'il te plaît ?» Juste un regard. Je ne bouge pas, je n'ouvre pas les yeux. Il est au bord de l'effondrement, et j'attends qu'il comprenne que cette voie est sans issue. La 3e semaine, la situation a commencé à changer. Il a commencé à devenir anxieux. Parfois, en me nourrissant. Il s'arrête soudainement et me fixe longuement. Dans ses yeux, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis il tend la main pour sentir mon souffle. Il se soulage seulement après avoir vérifié que je suis encore en vie. La nuit, il se réveille plusieurs fois. Je fais semblant de dormir. Je sens qu'il pose son oreille sur ma poitrine à plusieurs reprises, pour écouter les battements de mon cœur. Après avoir écouté, il se blottit doucement dans mes bras, me serrant plus fort. Une fois, au milieu de la nuit, entre rêve et réalité, je l'ai entendu dire « Ziane, Ziane ». Il appelait mon nom. Sa voix était douce et urgente, teintée de sanglots. « Ne pars pas, ne me rejette pas. Je serai sage, je t'écouterai. Je changerai tout. » Puis, il a soudainement poussé un cri perçant. Il s'est réveillé en sursaut, tremblant de tous ses membres. Il est resté figé pendant quelques secondes, puis s'est brusquement tourné vers moi, comme pour vérifier si j'étais toujours là. Puis, il s'est jeté dans mes bras, me serrant fort, tremblant comme une feuille. Il pleurait. Il pleurait doucement, de manière contenue, comme s'il avait peur de me réveiller. Mais je ne dormais pas. À ce moment-là, j'ai failli craquer. Le matin du 21e jour. Un peu de soleil filtrait à travers les fentes des rideaux. Il est entré avec un bol de porridge, et s'est assis au bord du lit comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai avalé sans expression, les yeux vides fixant le plafond. Il a fini de me nourrir. Au lieu de se lever et de partir comme d'habitude, il est resté assis, immobile. La pièce était silencieuse, si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge au mur. Puis je l'ai entendu parler. 21e jour. Sa voix était légère, comme une plume de pluie tombant sur l'eau. Tu ne me parles pas, tu ne me regardes pas dans les yeux. Quand je te touche, tu te raidis. Je sais tout ça. Je pensais que tant que tu serais à mes côtés, tant que je pourrais te voir et te toucher, je serais comblé. Sa voix a commencé à trembler. Mais j'avais tort. Tu es là, si près de moi. Et pourtant, j'ai l'impression que tu es déjà parti, si loin de moi. J'ai baissé les yeux et je ne l'ai pas regardé. La seconde suivante, j'ai senti quelque chose de chaud couler sur le dos de ma main. Une goutte, 2 gouttes, de plus en plus. Inconsciemment, j'ai tourné la tête. Il pleurait. De grosses larmes roulaient sur son visage, tombant sur le dos de ma main, brûlante. Il se mordait les lèvres à sang, ses épaules tremblant violemment, essayant désespérément de ne pas faire de bruit. Mais il ne pouvait pas se retenir. Il me regardait ainsi, sans obsession, sans folie dans les yeux. Seule une peur désespérée et profonde. Chen Ziyan, il a prononcé mon nom. Sa voix était rauque, comme si on l'avait étranglé. Tu dois être si cruel avec moi. J'ai fait tellement de choses. Je t'aime tellement, je veux tellement être avec toi. Pourquoi cela ne te touche-t-il pas? Je ne veux juste pas te perdre. Je veux juste que tu restes avec moi pour toujours. Est-ce mal? Il pleurait à bout de souffle, les larmes et la mort lui barbouillant le visage, dans un état pitoyable. Son visage délicat était tout ridé, comme un enfant qui a subi une terrible injustice mais ne sait pas à qui se plaindre. Exactement comme la petite fille qui, il y a 14 ans, était recroquevillée dans un coin, tremblant de tout son corps. Mon cœur était comme saisi par une main. Serré à mort, si douloureux que je ne pouvais plus respirer. Mais je sais que je ne peux pas faiblir. Si je recule cette fois, je n'aurai plus jamais l'occasion de lui faire comprendre. J'ai lentement ouvert les yeux et je l'ai regardé. C'est la première fois depuis 21 jours que je regarde ses yeux directement. Obsession. J'ai parlé, ma voix rauque ne ressemblant pas à la mienne. Ce n'est pas de l'amour. Il était abasourdi, les larmes coulant toujours. Tu veux juste satisfaire ta propre possessivité. Tu veux juste m'enfermer à tes côtés, ne laisser que toi me posséder. J'ai dit chaque mot distinctement. Essaie de calmer ta voix.
L'amour est égalitaire, c'est le respect, la compréhension, c'est donner la liberté à l'autre. Ce n'est pas de la captivité, ce ne sont pas des liens. Ce n'est pas faire perdre à l'autre personne tout ce qu'elle a, juste pour qu'elle reste à tes côtés. Tu m'as attaché ici, menotté, tu ne me laisses pas partir, tu ne me laisses voir personne. Où est l'égalité et le respect là-dedans? Il ne dit rien, il me regarde juste, ses lèvres tremblent. Ces 21 jours, je n'ai pas été heureuse une seule minute, dis-je. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis plus aimé, je suis juste enfermé. Enfermé par toi. Ces derniers mots l'ont transpercé comme des couteaux. Son visage est devenu livide en un instant, il a vacillé comme si on lui avait ôté toute sa force. Un silence de mort régnait dans la pièce, seuls ses sanglots étouffés se faisaient entendre. Je ne sais pas combien de temps a passé. Il s'est relevé lentement, la tête baissée, on ne pouvait pas voir son expression. Puis il s'est retourné. Il s'est dirigé vers la table de chevet, a ouvert le tiroir, a pris une clé. Il est revenu vers le lit et s'est accroupi. Il a commencé à ouvrir les menottes à mes poignets. Ses mains tremblaient violemment. Plusieurs fois, il n'a pas réussi à viser la serrure. Il se mordait la lèvre, les larmes coulaient une à une. Elles tombaient sur le dos de sa main, sur les menottes, mais il ne levait pas les yeux pour me regarder. Clic, la première menotte s'est ouverte. Clic, la deuxième, puis les chevilles. Après les avoir toutes enlevées. Il était toujours accroupi là, la tête baissée, les épaules secouées de tremblement. Sa voix était étouffée, faible comme un moustique. Je n'ai pas bougé. Je te dis de partir. Il a soudainement levé la tête et m'a hurlé dessus, le visage couvert de larmes. Tu ne voulais pas partir? Tu ne penses pas que je t'enferme? La porte n'est pas verrouillée, pars. À la fin, sa voix était complètement déformée. Brisée, méconnaissable. Je regarde ses yeux rouges. Je regarde son visage couvert de larmes, je regarde ses efforts pour se retenir, mais il ne peut s'empêcher de trembler. Alors je tends la main, je le relève du sol et le serre fort dans mes bras. Il s'est figé. Je ne pars pas, dis-je. Il a tremblé violemment dans mes bras, puis a éclaté en sanglots, des sanglots déchirants. Comme s'il avait été contrarié d'innombrables fois, je me contentais de le serrer dans mes bras et de lui tapoter doucement le dos. Il a pleuré longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de petits sanglots, tout recroquevillés dans mes bras. Comme un petit animal qui a finalement renoncé à se débattre mais qui a toujours peur d'être abandonné. Je te laisse partir. Sa voix était rauque, étouffée contre ma poitrine. J'obéis à tes ordres. Je ne t'enferme plus. Ne me quitte pas. J'ai baissé la tête et l'ai doucement embrassé sur le front. Je ne pars pas, dis-je, mais tu dois apprendre à aimer les gens. Il a hoché la tête dans mes bras, hochant la tête avec force. Après ce jour-là, il a ouvert lui-même tous les verrous. Pas de harcèlement, pas de pleurs, juste tranquillement. Me laissant quitter cette pièce. Au moment où j'ai franchi la porte, le soleil m'a aveuglé, mais je savais qu'il n'avait pas abandonné. Il commençait juste à apprendre à m'aimer de la manière dont je le souhaitais. De retour à la maison, j'ai finalement rencontré mes parents adoptifs. Nous avons longuement discuté. Ils soutiennent ma décision et espèrent également que je pourrai lentement guider Zignan. Lui apprendre à aimer normalement, plutôt que par l'entêtement et l'enfermement. Ils m'ont fait entrer dans l'entreprise familiale. En commençant par la base, se familiariser progressivement avec les opérations. Ma relation avec Chen Zignan est temporairement revenue au calme, comme un couple ordinaire qui vient de confirmer ses sentiments et qui s'adapte lentement. Il ne se faufile plus en secret dans ma chambre, ne me touche plus sans aucune retenue, ne s'en prend plus immédiatement à ceux qui m'entourent. Il se retient, se contrôle, s'efforce de me donner un peu d'espace, jusqu'à ce jour. J'ai demandé à une nouvelle employée de l'entreprise de s'occuper des rapports et des documents. Nous étions un peu proches. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Zignan, qui venait me voir, l'a vu. Il se tenait non loin de là. Le visage pâle, le regard glacial. Sans dire un mot, il s'est retourné et est parti. Le lendemain, cet employé a été muté dans une succursale à l'étranger et n'est plus jamais apparu devant moi. Je sais que c'est lui qui a fait ça. Quand je l'ai trouvé, il était sur le balcon du bureau. Dos à moi, ses épaules tremblaient légèrement. Je me suis approché et j'ai juste voulu parler. Il a d'abord eu les yeux rouges, des larmes ont coulé, sa voix était remplie d'une douleur et d'une lutte réprimée à l'extrême. Je fais déjà de mon mieux pour me contrôler. Je fais vraiment de gros efforts, beaucoup d'efforts pour me contrôler. Pour ne pas t'enfermer, pour ne pas blesser les autres. Je veux être une personne normale. Je voudrais tellement être avec toi, mais je n'y arrive pas. Dès que je pense que quelqu'un s'approche de toi, que quelqu'un te parle, que quelqu'un te sourit, j'ai peur. J'ai peur qu'on te vole, peur que tu ne veuilles plus de moi, peur que tu me quittes. Rien que d'y penser, j'ai envie de t'enfermer pour toujours, que tu ne vois que moi. Il s'est retourné, le visage baigné de larmes, me regardant avec un air de désespoir et d'impuissance. Suis-je si horrible? Est-ce que je ne changerai jamais? En le voyant pleurer à chaudes larmes, tous les reproches, toutes les théories sont restées bloquées dans ma gorge. J'ai tendu la main et je l'ai serré fort dans mes bras.
Je lui ai tapoté le dos en lui disant doucement de ne pas pleurer, que j'étais là. Je sais que tu as peur. Je te donne de la sécurité. Je te dis tout, où je vais, qui je rencontre, ce que je fais. Je te tiens au courant de tout. Mais Ignan, j'ai aussi besoin de vie sociale, de travailler. J'ai besoin d'une vie normale. Tu me comprends, et moi je suis là pour toi. On y va doucement, d'accord? Il a acquiescé dans mes bras, serrant ma taille, pleurant comme un enfant. À partir de ce jour, j'ai commencé à lui rendre compte de tout de mon propre chef. Où je vais, qui je rencontre, homme ou femme. Quand est-ce que je reviens, je lui disais tout à l'avance. Même si c'était juste pour dire un mot à une collègue à propos du travail. Je lui disais la vérité, sans rien cacher ni mentir. Il s'est peu à peu senti en sécurité. Moins anxieux, moins extrême. Il m'attendait à la maison. Il me préparait à manger, restait tranquillement à mes côtés, ne chassait plus les gens autour de moi sans raison. Il ne tombait plus si facilement dans des émotions obsessionnelles. Notre relation s'est redressée petit à petit, sans attache, sans emprisonnement. Sans possession extrême, seulement l'un l'autre, respect, estime. Le jour où le moment serait venu. J'ai préparé la bague à l'avance, près de la fenêtre où nous passions le plus de temps ensemble quand nous étions petits, et je l'ai demandé officiellement en mariage. Ce jour-là, le soleil était particulièrement éclatant, presque exactement comme il y a 14 ans, quand je l'ai vue pour la première fois. La lumière dorée se répandait à travers la fenêtre, l'enveloppant. Elle portait une robe blanche immaculée. Assise sur le rebord de la fenêtre, elle ressemblait à une poupée de porcelaine exquise à laquelle on avait enfin redonné une âme. Je me suis agenouillé sur un genou, en regardant attentivement dans ses yeux, et j'ai dit mot pour mot, Chen Xinyan, je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps. Je veux me marier avec toi, je veux passer ma vie avec toi. Pas en tant que frère et sœur, mais en tant qu'amant, veux-tu m'épouser? Il était tout chamboulé pendant un moment. Il était tellement étourdi qu'il s'est jeté dans mes bras, me serrant si fort. Il voulait me fondre entièrement dans sa chair et ses os. Cette fois, il ne doit plus s'enfuir en secret. Il enfouit son visage dans ma poitrine. Il dit d'une voix étouffée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, caressant doucement ses longs cheveux. Je ne partirai plus. Je ne partirai plus jamais de cette vie. Après la demande en mariage. Nous n'avons pas immédiatement organisé de mariage. Il a dit qu'il voulait vivre une histoire d'amour avec moi comme tous les couples ordinaires. Ces choses qu'il ne pouvait autrefois que regarder les autres faire de loin, mais qu'il n'osait jamais espérer par peur de me perdre. Il voulait tout vivre avec moi. J'ai dit d'accord. Alors, pendant les 6 mois qui ont suivi, nous étions comme deux jeunes gens venant de tomber amoureux, compensant peu à peu toute la douceur manquée des 10 dernières années. Nous nous sommes tenus la main en passant devant la vieille école où nous allions ensemble quand nous étions enfants, nous embrassant doucement dans la lueur du soleil couchant. Nous sommes allés voir un film à la séance de minuit ensemble. Il a secrètement posé sa tête sur mon épaule dans la salle de cinéma sombre. Nous sommes allés au parc d'attractions. Il m'a tiré pour faire des montagnes russes. Après être descendu, ses jambes étaient si faibles qu'il ne pouvait plus marcher. J'ai ri et je l'ai porté sur mon dos tout le long du chemin. Nous sommes allés faire les courses au supermarché ensemble. Il choisissait soigneusement les ingrédients que j'aimais manger. Je poussais le chariot derrière lui, écoutant ses doux murmures. Xinyan aime le plus ça, Xinyan n'aime pas manger ça. Une fois, nous étions blottis sur le canapé en feuilletant de vieux albums photos. Quand nous sommes tombés sur cette photo de nos enfants, les 2 enfants se tenaient côte à côte, il était impassible. J'ai timidement tiré sur le coin de son vêtement. Il a soudainement souri, et en souriant, des larmes ont coulé. Ziyan, il m'a appelé doucement. Oui, merci d'être revenu. J'ai tendu la main pour le serrer dans mes bras. J'ai baissé la tête et embrassé ses cheveux, disant doucement, je vous l'ai promis. 6 mois plus tard, nous avons organisé un mariage grandiose. En fait, il avait dit au départ que ma présence seule lui suffirait. Quelque chose de simple serait le mieux. Mais les 2 parents ont insisté pour organiser une cérémonie fastueuse. Chen Jianming a dit. Je n'ai qu'une seule fille, je dois la marier en grande pompe. Suan tenait ma main, les yeux rouges. Ziyan, je te le confie. Ces 10 dernières années, en tant que parent, nous lui avons trop manqué. C'est toi qui l'as accompagné et protégé à notre place. S'il te plaît, continue à bien prendre soin de lui à l'avenir. J'ai hoché la tête solennellement. Maman, rassurez-vous, je le ferai. Mes parents adoptifs sont maintenant mes beaux-parents. Ils m'ont traité comme leur propre fils depuis que j'étais très petit, m'ont donné une famille, m'ont donné de la chaleur. On m'a donné tout ce dont je n'aurais jamais osé rêver enfant. Lors de la cérémonie, Chen Jianming tenait la main de Xinyan. Il m'a conduit pas à pas, puis a solennellement placé sa main dans la mienne. Il me regardait dans les yeux, sa voix légèrement rauque. Ziyan, au début, lorsque nous t'avons adopté à l'orphelinat, nous espérions simplement que tu tiendrais compagnie à Xinyan. Nous ne pensions pas que tu lui tiendrais compagnie toute sa vie. Papa, je venais d'ouvrir la bouche quand ma gorge s'est serrée. Il m'a tapoté l'épaule sans rien ajouter, mais ses yeux étaient aussi rouges. Suan se tenait à côté, pleurant déjà à chaudes larmes, ne faisant qu'hocher la tête sans cesse.
N'arrêtant pas d'essuyer ses larmes, au moment d'échanger Ziyan, Xignan me regardait dans les yeux, disant chaque mot clairement. Chen Ziyan, depuis mon enfance, il n'y a que toi dans mon monde. C'était le cas avant, et ce le sera toujours. Mais maintenant, je comprends enfin. L'amour, ce n'est pas t'enfermer, mais te faire rester volontairement à mes côtés. Je vais faire de mon mieux pour être une amante digne de ce nom. Ne plus agir obstinément et avec entêtement, ne blesser personne autour de toi. Si je fais encore une erreur, tu peux me le rappeler à tout moment, m'enseigner. Ne me rejette pas, car sans toi, je ne pourrais vraiment pas survivre. Je serre sa main, en la regardant dans les yeux. Répondant sérieusement, Chen Xignan, je ne te rejetterai pas. Jamais de la vie. Nous allons prendre notre temps, nous améliorer ensemble, vieillir ensemble. Après avoir dit cela, nous nous sommes embrassés passionnément. Les applaudissements ont retenti dans toute la salle. Beaucoup de gens sont venus au mariage. Il y avait nos anciens camarades de classe. Il y avait des collègues de l'entreprise, des parents éloignés, et aussi des voisins qui nous ont vus grandir quand nous étions petits. Tout le monde nous souriait et nous souhaitait du bonheur, disant que nous étions des amoureux d'enfance, disant que nous étions faits l'un pour l'autre. Disant que nous étions le couple de jeunes mariés le plus assorti qu'ils aient jamais vu. Personne ne sait les détours que nous avons empruntés, les luttes. Ces moments sombres. Personne ne sait quelle m'a enfermé pendant 21 jours entiers. Personne ne sait pendant ces 3 ans combien de nouveaux médecins j'ai consultés en secret à l'étranger, combien de pires scénarios j'ai envisagés. Ils ne voient que sous le soleil, un couple de jeunes mariés heureux et étroitement enlacés. Lors du toast, Chen Jianmin avait un peu trop bu, me tenant la main et me racontant des histoires. Ziyan, ah. Au début, à l'orphelinat, avec tant d'enfants, nous t'avons choisi au premier coup d'œil. Tu sais pourquoi? J'ai secoué la tête. Parce que tes yeux étaient purs. Il a dit. Pas le genre de pureté qui cherche à plaire, mais une pureté véritable. Nous savions à l'époque, qu'un enfant comme ça ne blesserait pas Nian, qu'il serait sincère et bon avec elle. Nous ne nous sommes vraiment pas trompés. Suan acquiesce à côté, les yeux pleins de larmes. Après ce qui est arrivé à Nian quand elle était petite, nous étions trop occupés, si occupés que nous n'avions presque pas le temps de passer du temps avec elle. Elle s'est complètement enfermée. Si elle ne parlait à personne, nous étions tellement inquiets que nos cheveux sont devenus blancs. Plus tard, quelqu'un nous a suggéré d'adopter un enfant, disant qu'avoir un compagnon pourrait être bénéfique. Parmi tous ces enfants, il n'y a que toi qui étais prêt à rester devant sa porte, parfois pendant tout un après-midi. La nounou a dit que tu étais resté là jusqu'à la tombée de la nuit. Tes jambes étaient engourdies mais tu ne voulais pas partir. À ce moment-là, j'ai su que tu serais sa lumière. En écoutant ces mots, je me sentais à la fois ému et triste. En fait, ce jour-là, je ne savais juste pas quoi faire. Je pensais juste que cette petite fille assise près de la fenêtre était tellement seule, je voulais juste lui tenir compagnie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour toute une vie. Le soir, tous les invités sont partis et nous sommes finalement retournés dans notre nouvelle chambre. J'étais tellement fatigué que je me suis effondré sur le lit et je n'avais plus envie de bouger. Il s'est doucement allongé à côté de moi. J'en ai profité pour le prendre dans mes bras. Xignan, je l'ai appelé à voix basse. Oui, répondit-elle doucement. Je ne disais rien. Sa respiration devint rapidement régulière. La lune était belle dehors, répandant sa douce lumière sur nous. Comme un voile de tendresse. Je sais que le vrai défi ne fait que commencer. Son entêtement ne disparaîtra pas complètement à cause d'un mariage. Sa possessivité ne changera pas complètement à cause de quelques vœux. Les jours à venir seront encore marqués par des frictions. Il y aura encore des disputes. Il y aura des moments où elle ne pourra pas se contrôler. Mais ce n'est pas grave. Nous avons toute une vie pour y aller doucement. Tant qu'elle est là. Tant que je suis là. Point de vue de Chen Xignan, amoureuse. La cérémonie est finie et tous les invités sont partis. Dans la nouvelle chambre, il ne reste plus que moi et Chen Ziyan. Il est épuisé, il s'est endormi rapidement sur le lit. Son visage est doux et paisible, comme le petit garçon qui restait tranquillement avec moi pendant des après-midi à lire. J'ai doucement embrassé le coin de ses lèvres, puis je me suis levé en silence. Je suis allé à la cave sur la pointe des pieds. C'est très sombre ici, il n'y a qu'une petite lampe allumée. Sur la table se trouve le journal que j'écris depuis des années. J'ouvre la dernière page, je prends le stylo et j'écris lentement le dernier texte. Depuis que je suis petite, je sais que je suis seule dans cette famille. Papa et maman sont trop occupés. Occupés au point de rentrer rarement à la maison, occupés au point de rarement me regarder en face. J'envie les autres enfants qui ont leurs parents qui les gâtent. Qui ont leurs parents pour les accompagner. Mais je n'avais rien de tout ça, jusqu'à cet accident. En réalité, il n'y avait pas vraiment de traumatisme psychologique. Il n'y avait pas vraiment de blessure. Je n'avais pas vraiment peur au point d'en devenir folle. Pas d'agressivité. Tout ça, je l'ai inventé. Ce jour-là, j'ai vu mes parents s'effondrer de confusion, et j'ai soudain compris une chose, les enfants qui pleurent, on leur donne des bonbons. Seulement si je suis malade, seulement s'il m'arrive quelque chose, seulement si je suis faible et pitoyable. Ils feront vraiment attention à moi, ils se soucieront vraiment de moi.
Je pensais qu'en simulant la maladie, j'obtiendrais de la compagnie. Mais ce que j'ai attendu, ce n'était pas plus d'attention, mais un petit garçon. Il s'appelait Shen Ziyan. Il était mince, petit et très doux. Ses yeux étaient purs. Il parlait doucement. Au début, je le détestais, je pensais qu'il allait voler ce qui m'appartenait. Mais petit à petit, en passant du temps avec lui, j'ai découvert que l'affection et la chaleur qu'il me donnait étaient bien plus importantes que celles de mes parents réunis. Il me tenait compagnie, me protégeait, s'adaptait à moi, avait de la peine pour moi. Il était le seul au monde à ne pas m'abandonner. J'ai commencé à dépendre de lui, puis je suis tombée profondément amoureuse de lui. Plus je grandissais, plus mon désir de possession devenait fou. Je voulais juste qu'il m'appartienne complètement, rien qu'à moi. Plus tard, il a commencé à prendre ses distances avec moi, à s'éloigner de moi. J'ai eu très peur. Alors j'ai continué à faire la pauvre petite fille, à me montrer faible, à faire comme si je ne pouvais pas vivre sans lui. Bien sûr, il n'a pas eu le cœur de me repousser. Au lycée, il a lu mon journal intime. J'ai vu de la peur dans ses yeux. C'était la première fois que j'ai failli vraiment perdre le contrôle. À ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de l'enfermer immédiatement, pour que personne d'autre ne le voie jamais. Mais j'ai aussi vu de la confusion et de la pitié dans ses yeux. Je savais qu'il m'aimait aussi. Alors je me suis adapté à lui, je lui ai fait des concessions. Mais ce soir-là, il est quand même parti. Il est parti en secret. Je me suis tenu près de la fenêtre, en regardant sa silhouette disparaître dans la lumière des lampadaires. À ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de tuer. J'ai eu envie de me précipiter dehors pour le rattraper, de l'enfermer. L'enfermer pour toujours, pour qu'il ne puisse plus jamais s'échapper. Mais papa m'a arrêté. Il a dit, laisse-le partir. S'il t'appartient vraiment, il reviendra. J'ai choisi d'attendre. 3 ans. Chaque jour, chaque nuit. Chaque minute, je pense à lui. Il me manque au point d'en devenir folle. Je voulais m'envoler à l'étranger pour le retrouver, mais papa et maman ont caché mon passeport et m'ont mis sous surveillance. Ils ne me laissent pas sortir. Ils disent que c'est pour mon bien, et pour le sien aussi. Je les déteste, mais je ne peux que secrètement demander à quelqu'un de le surveiller, d'observer ses moindres faits et gestes. Plus tard, la personne qui le surveillait m'a dit qu'il consultait différents psychologues. J'ai compris qu'en fait, il m'aimait aussi. Sachant qu'il voulait me sauver, qu'il voulait que je redevienne normal, alors je vais coopérer avec lui et jouer la comédie. Faire semblant d'être lentement guéri, faire semblant d'abandonner petit à petit mon obsession. Tout le monde pense que je suis guéri. Je suis sorti de ça. Je suis devenu une personne normale. Il n'y a que moi qui sache. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais été guéri. Je suis juste de plus en plus doué pour jouer la comédie. Je n'ai jamais changé. Je suis toujours aussi obsessionnel, toujours aussi folle. Je veux toujours l'enfermer à mes côtés, que personne ne puisse me le prendre. Sauf que maintenant. Il reste volontairement à mes côtés. Il m'aime, il m'épouse, il m'appartient entièrement. Je n'ai plus besoin de simuler la maladie, de demander de l'aide, ni d'utiliser des méthodes extrêmes pour l'avoir pour toujours. C'est parfait. Je repose mon stylo et souris doucement en lisant la dernière ligne. Peut-être que je n'aurai plus jamais besoin d'écrire de journal. Je referme le journal et le verrouille dans le tiroir, je ferme la porte du sous-sol. J'y ai enfermé à jamais toutes les ténèbres et tous les secrets. Je retourne dans la chambre. La personne sur le lit dort profondément. Je me glisse doucement dans ses bras, je me blottis contre sa poitrine. En écoutant les battements réguliers et puissants de son cœur, j'affiche un sourire satisfait et doux. Il est à moi. Depuis l'enfance, il a toujours été à moi, et pour toute l'éternité à venir, il ne sera qu'à moi. Fin.